Alors, on va maintenant subdiviser notre modèle en éléments. Quelles peuvent être leurs formes? Sachez que en général, il existe 5 types d'éléments. Il existe les éléments barres, les éléments poutres qui se ressemblent fort, on va voir la différence. Les éléments membrane qu'on va beaucoup exploiter pour les 2 dimensions. L'élément coque qui ressemble fort à la membrane mais qui est une forme en 3 dimensions. Et puis vous avez évidemment le cas ultime, les volumes. Alors l'élément barre, c'est un élément qui ne peut supporter que des efforts de traction et de compression. Un élément atypique, cette barre-là, subira que des efforts de traction. Donc c'est un élément simple de calcul où il n'y a que 3 degrés de liberté à chaque nœud pour le définir. Donc des possibilités que de translation, ça s'applique en mécanique. Et donc il n'y a aucun effort tranchant, aucun moment qui peuvent s'appliquer dans ce matériau-là. Si jamais il y en a, vous ne pourrez pas utiliser cet élément-là. Vous avez l'élément poutre dans ce cas-là, hein, si vous avez des éléments de flexion, si vous avez de la torsion, du cisaillement ou de la traction ou compression. Donc si c'est beaucoup plus général, donc on utilise l'élément poutre, où les extrémités ont 6 degrés de liberté, les 6, translation et de rotation. D'accord. On peut éventuellement mettre un nœud au milieu qui donnera simplement une idée de la déformée de la poutre entre les 2 nœuds principaux de calcul. Ça s'applique principalement en mécanique. Un exemple ici de structure en treillis où on va mettre des poutres parce que l'on sait qu'il y a plus que simplement de la traction dans le modèle. Comme je le disais, dans nos applications, on sera plus amené à utiliser les éléments membrane. Les éléments membrane sont en 2 dimensions. Ils peuvent avoir 2 formes particulières, soit triangulaires, soit quadrangulaires. Triangulaire, donc on a 3 nœuds aux extrémités, quadrangulaire, 4 nœuds aux extrémités, et éventuellement un nœud de calcul complémentaire si on travaille en quadratique. Sinon, on travaille en linéaire. Ce genre de membrane et d'éléments, donc en 2 dimensions, sont exploités soit en mécanique, soit en thermique, et donc bien en état plan de contrainte déformée, en état plan de contrainte simple, ou encore en accès symétrique. Vous avez l'élément coque dans le cas où vous avez des surfaces simples, peu épaisses, mais qui sont courbes dans l'espace. Et puis enfin, les derniers éléments, quand on n'a pas d'autre manière de faire l'analyse, qui sont les éléments en 3 dimensions, donc des volumiques. Donc vous avez par exemple l'élément du type cubique, les éléments du type prismatique, et puis les éléments du type tétraédrique. Donc ici plutôt la forme d'un cube, soit avec en linéaire juste des nœuds au coin, soit avec en plus des éléments nœuds de calcul sur chaque arête si on veut voir arriver à déformer la maille. Le nœud en lui-même, alors le nœud en lui-même, on va faire 2 modes de calcul, soit du linéaire, soit du quadratique. En linéaire, nous n'aurons pas la possibilité d'obtenir une déformation de l'arête tirée entre les 2 nœuds. On aura bien une possibilité de déformation de la maille dans l'ensemble, mais pas de l'arête de la maille. En quadratique, cette déformée peut apparaître. Donc en linéaire, ça veut dire qu'on a peu de nœuds de calcul, uniquement aux extrémités. Donc moins de calcul, c'est un calcul rapide, mais les déformées qu'on va obtenir sont moins précises. Si vous travaillez en quadratique, on a évidemment doublé le nombre de nœuds pour la maille. À ce moment-là, plus de nœuds, plus de calcul, plus de temps pour obtenir le résultat, mais on aura des déformées qui seront bien plus précises. Une illustration ici d'un exemple, ça ressemble en fait à l'objet que vous allez avoir dans les vidéos pour utiliser Abacus. 2 modes de calcul, en linéaire ou en quadratique. Premier exemple en linéaire. Donc chaque maille est une maille quadrangulaire linéaire. Lorsque on a appliqué les efforts assez importants obliques pour que bien les marquer, qu'est-ce que l'on constate? On va prendre la maille la plus contrainte.
l'on va voir que on garde un élément qui est quadrangulaire et on garde des arêtes qui sont linéaires. Okay. Par contre, si on demande de faire un calcul en quadratique, chaque maille a 4 nœuds complémentaires. Et donc voilà ici un exemple bien clair où on voit que effectivement maintenant l'arête de la maille se déforme aussi. Elle restait linéaire dans le premier cas. Ici, elles peuvent subir une déformation. Vous remarquez également que la distribution des contraintes est beaucoup moins lissée dans le cadre du linéaire, forcément parce qu'il est moins précis, alors que dans le quadratique, on arrive à mieux lisser l'évolution des contraintes au sein du matériau. Alors, dans le type de maillage, il y a plusieurs choses importantes à savoir. D'abord, la taille de la maille. On peut régler la taille de la maille en simplement réglant l'écart qu'il y a entre les nœuds. Ces écarts pouvant être constants ou variables. Cette taille va être d'autant plus petite qu'on sait que le phénomène qu'on analyse évolue vite, donc que son gradient est important. Un exemple de la plaque qui est ici, sans doute que le gradient de ce que l'on veut voir, par exemple dans la déformée, est faible, et donc des grosses mailles vont repérer rapidement ces déplacements, tandis que dans ces éléments en arrondi et en congé, vont faire en sorte que la contrainte va, ou la déformée, va évoluer très rapidement en changeant localement de position. Et donc on a serré la maille pour repérer ce déplacement. La forme de la maille, évidemment, est variable. On l'a vu en volumique, en 2D. Par exemple, en 2D, on aura soit du triangulaire, soit du quadrangulaire. Et puis alors, l'agencement de la maille, on peut régler, maîtriser l'agencement de cette maille. On aura des boîtes de dialogue qui nous permettront d'avoir une maîtrise sur cela. Petite illustration, dans l'agencement de la maille, il y a en fait, pour pouvoir maîtriser cet agencement de maille, le premier est, lui, facultatif, subdivisé en domaines. Donc, exemple, ici j'ai deux modèles qu'on va subdiviser en domaines. Ici, on a un premier domaine qui est plutôt rectangulaire. Ici, plutôt trapézoïdal. On a un arrondi ici. Donc, on a fait 3 domaines différents, alors que la pièce était unique au départ. Dans le cas ici du cercle avec trou, on va devoir mettre une limite ici. On va voir tout de suite pourquoi. Donc, ceci est facultatif. Ça, c'est quand on veut vraiment avoir un contrôle très fin. Si on n'a qu'une seule surface, c'est pas grave. Voilà ici un modèle où il n'y a qu'une seule surface. Elle n'a pas été subdivisée. On va commencer dans un second temps, ça c'est obligatoire, distribuer des nœuds. Ce sont depuis ces nœuds que les mailles vont commencer à être tirées. Donc on distribue les nœuds de différentes manières. Par exemple ici on a demandé de distribuer de manière régulière. On en voulait 6. Là, ici, on voulait 10 nœuds de manière régulière, un certain nombre aussi ici régulier, là également. Et puis ici, on a utilisé une commande qui fait évoluer la maille, plus serrée d'un côté que de l'autre, de manière à concentrer et serrer les mailles à proximité du cercle, parce qu'on sait que c'est là que le gradient va être important. Une fois qu'on a distribué les nœuds, la troisième étape, c'est de définir comment on va générer la maille dans chacun des domaines. Okay. Alors ici, nous n'avons qu'un seul domaine dans cet exercice-ci. Et donc, si on utilise la commande free dans la boîte de dialogue, il va réaliser un maillage approximatif et parfois différent d'une machine à l'autre malgré les mêmes dimensions, en tirant donc les fils de maille de nœud à nœud. Si maintenant vous demandez un free avec medial axis, déjà là, il va commencer à structurer mieux la distribution des nœuds. On voit ici qu'effectivement, il a essayé de respecter une distribution régulière à chaque endroit et dans chacune des orientations. Autre exemple, là on avait partitionné le même modèle qu'ici. Vous voyez qu'ici, on a demandé un contrôle structuré. Et à ce moment-là, on a une meilleure structure de la distribution des mailles
au sein de chacun des domaines. Et dans le dernier, on a fait un sweep. Alors le sweep va essayer de générer un maillage en suivant le contour de manière régulière, une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, et c'est pour que ce soit possible, il a fallu lui donner un départ. On a partitionné donc un endroit pour qu'il démarre son maillage depuis cet endroit-là.